Bonjour à tous et à toutes et merci de nous retrouver pour cette dernière conférence de la journée et dernière conférence de l'événement des Marketing Digital Days organisé par Cybercité. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée des experts de Kantar et Sir Data. On va parler dans quelques instants de comment optimiser vos ciblages au service de vos campagnes display et social ads. Mais juste avant les petits rappels techniques habituels, si vous voulez communiquer, échanger, réagir en live pendant la conférence, n'hésitez pas à passer par l'onglet discuter ou chat. Basculez bien votre petit bouton bleu de hôte panéliste vers tout le monde pour que tout le monde puisse bien vous lire. Et vous avez plein de personnes qui sont présentes pour vous aider et pour répondre à vos questions. Privilégiez plutôt l'onglet Q et R, ce sera beaucoup plus simple pour les modérateurs de bien voir du coup vos questions et de pouvoir y répondre. Et écoutez, je vous laisse démarrer votre conférence. Très bonne conférence à tous. Merci Elsa. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire organisé par Cybercité que je remercie pour la même occasion dans le cadre des Marketing Digital Days. Anne, tu as la main sur la présentation. Je veux bien qu'on passe au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc moi, je me présente, je m'appelle Thomas Zaruba, je suis le Chief Digital Officer dans la division média de Kantar. Et aujourd'hui, je suis animé pour cette magnifique table ronde de ma collègue Anne Rousselet, qui est consultante digital senior au sein de la même société, donc Kantar. Et également Naïma Conton, qui est COO, Chief Operating Officer chez Sir Data, ainsi que son collègue Arnaud Sirjac, qui lui dirige toutes les ventes de Sir Data en tant que Sales Director. Sir Data, avec qui nous avons noué un partenariat depuis déjà plus de 4 ans, un partenariat extrêmement qualitatif qui se tisse dans la durée. Aujourd'hui, dans notre table ronde, on va parler programmatique. Alors, programmatique, qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que c'est masculin, féminin, le, la, du programmatique? Est-ce que ça se quantifie? C'est très compliqué, il n'y a pas vraiment de réponse encore à cette question, mais ce qui est hyper important pour vous de comprendre aujourd'hui, c'est comment on peut vous aider, vous les marques, à gagner en performance grâce à la programmatique. Mais avant d'aborder le sujet dans les détails, je vous propose de faire un peu plus ample connaissance avec nos interlocuteurs. Anne, voilà, super. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Kantar, quelle est la mission de la société Kantar? Oui, bien sûr, Thomas. Alors, nous sommes un institut d'études, leader mondial des études et du conseil, fondé sur des données objectives. Et nous délivrons une compréhension unique et exhaustive de la façon dont les individus pensent, ressentent, agissent, que ce soit à l'échelle mondiale, mais également locale, et ce, sur près de 100 marchés. Alors, pour ma part, je travaille dans la division média de Kantar et nous accompagnons les marques, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, dans toutes les étapes de leur stratégie de communication. Très clair. De ton côté, Naïma, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qui est Sir Data, s'il te plaît? Avec plaisir. Bonjour à tous et ravi d'être ici. Sur Data, on est spécialiste de l'adressabilité. Alors, l'adressabilité, c'est peut-être un gros mot. Ça veut dire simplement que notre métier, c'est de créer des audiences et permettre à quiconque de toucher ces audiences, de les cibler, de les adresser. Donc, on est une entreprise qui a près de 10 ans. On travaille avec des dizaines de milliers de partenaires. On a plusieurs milliers de ciblages mis à disposition en user-centric et en content-centric, c'est hyper important. Nos audiences users sont principalement en France, au UK et aux US. Et le petit cocorico, c'est aussi que notre technologie sémantique, couvrant 32 langues, nous permet d'être un acteur qui répond à tout type de demande de contextuelle ou de catégorisation dans le monde entier. Donc moi, c'est Naïma et je m'occupe de l'ensemble des opérations chez Sir Data. Merci beaucoup, Naïma. Sans plus tarder, je vous propose tout d'abord de faire un rapide tour d'horizon de l'écosystème de la programmatique et également de l'usage de la data dans cet écosystème programmatique. Pourquoi? Parce que la programmatique sans la data, ça n'a pas grand intérêt. Avant toute chose, j'ai envie qu'on fasse un peu plus en connaissance aussi avec vous, et il y a un petit sondage qui va apparaître sur vos écrans qui va me permettre de mieux vous connaître avec une question assez simple qui est oui ou non, avez-vous déjà activé des audiences programmatiques? La moitié des participants ont répondu.
on a 70% de participants. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On va 70 donc, quasiment 70% des personnes qui répondent non parmi vous. Du coup, ça nous donne un bon indicateur du niveau de champ lexical et de sémantique qu'il faut utiliser pour bien faire passer le message et bien expliquer ce que c'est la programmatique. Est-ce qu'on peut... Le sondage s'éteint tout seul? Ouais. Ok, donc ce que je vous propose, c'est de regarder cette définition, qui est la définition donc, retenue pour l'Observatoire de l'e-pub, qui est un observatoire mené tous les ans par le SRI. Le SRI, c'est le syndicat des régies Internet, ainsi que l'UDECAM, qui est l'union des agences, des agences d'achat d'espace média. Donc, la programmatique, c'est la capacité technique, finalement, de vendre et donc d'acheter de l'inventaire publicitaire digital sur une place de marché. C'est exactement comme vous, quand vous allez le week-end, mercredi au marché, il y a des personnes qui offrent des produits à la vente et vous qui êtes de l'autre côté avec de l'argent et vous avez envie d'acheter certains de ces produits. Et ensuite, se réalise la transaction. Avec une spécificité, c'est que ça va être plus comme à Drouot. Ceux qui ont déjà été dans une salle de vente comprendront rapidement, c'est qu'il y a un système de mise en vente aux enchères. Il y a une façon d'enchérir de manière automatisée qui permet de gagner l'enchère donc, et d'afficher sa publicité sur l'écran de l'internaute. Ici, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce que je viens de dire, ça se réalise en une centaine de millisecondes. Et pour vous donner un ordre d'idée, 100 millisecondes, c'est la moitié du temps nécessaire à vos cils pour battre finalement. Les cils de l'homme battent à 200 millisecondes. C'est-à-dire que vos cils battent, il y a déjà 2 transactions qui ont été effectuées. Donc, c'est tout simplement pour vous expliquer que c'est quelque chose qui va très, très vite. Alors, hop. Est-ce qu'on peut passer? Ouais. Donc ici, c'est quelques chiffres sur l'année dernière, alors qui n'est pas non plus une année absolument représentative du fait du Covid, mais en termes de consolidation, c'est plutôt correct. C'est-à-dire que sur 2020, le digital, ça représente plus de la moitié du marché publicitaire en France, donc c'est 6 milliards d'euros. Et si on fait un focus, donc pas sur le search, ni le social, ni l'affiliation, etc., mais qu'on reste bien sur le display, ce qui nous intéresse, donc c'est les affichages de bannières et de vidéos sur les laptops, les desktops et les téléphones mobiles. On est à 1,1 qui représente donc 20% du marché. Et sur ces 20%, il y en a plus de la moitié, encore une fois, ici, on est sur les 65%, donc de ces transactions qui se réalisent de manière programmatique, de manière automatisée. Merci. Ici, donc, on voit la vitesse avec laquelle ce marché se développe. On voit ici 37% de croissance sur les investissements programmatiques. Donc là, ici, par contre, on n'est que sur un semestre, et ça permet déjà de donner un indicateur et une tendance. Et là, ce qu'on voit, c'est beaucoup de chiffres à la hausse en termes d'investissement, en termes de CPM, donc le coût par mille, et également en termes d'impression. Tous les indicateurs sont vraiment ouverts, et c'est une façon de travailler les audiences pour leur passer un message qui est de plus en plus adopté dans notre milieu. C'est que les marchés du programmatique sur S1 donc prend 37% par rapport au même semestre l'année dernière. Et là où le focus il est mis, c'est sur l'augmentation des volumes et des CPM. L'augmentation des volumes, elle est intéressante à regarder également du point de vue de comment est-ce qu'on augmente des volumes. On va augmenter aussi la fréquentation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent du temps en ligne. Arnaud, j'aimerais bien que tu puisses expliquer à notre audience les différents acteurs qu'on va rencontrer lorsqu'on parle du marché programmatique finalement. Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à tous. Alors, tu as déjà évoqué dans les grandes lignes ce qu'était le programmatique via la définition. La réalité, c'est que c'est un sujet sur lequel on pourrait passer pas mal d'heures. Il y a tellement d'acteurs, de spécificités. On le voit d'ailleurs sur ce schéma qui est un peu chargé. C'est un écosystème complexe dans lequel il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, avec beaucoup d'acronymes pour ne rien arranger. Alors, je vais essayer d'expliquer en quelques mots les grandes lignes de cet écosystème et le simplifier au maximum.
Pour faire simple, donc à gauche, ce qu'on voit, c'est la partie demand. C'est l'acteur qui souhaite faire de la publicité, c'est-à-dire l'annonceur ou son agence média. Donc, c'est vraiment la partie buy side, la partie achat. Et de l'autre côté, donc sur la droite, c'est l'offre, c'est-à-dire les éditeurs de sites internet, les médias qui vendent les espaces publicitaires de leur site, donc le sell side, les espaces sur lesquels la publicité de l'annonceur va être diffusée. Donc des bannières, des pavés, des vidéos, etc. Tous les formats publicitaires que vous pouvez retrouver sur les sites. Côté annonceur, tout se passe au niveau de ce qu'on appelle un trading desk, qui est une entité spécialisée dans ce type d'achat, avec des traders, un peu comme pour le monde de la finance. C'est des gens qui vont acheter et bider en fonction du prix auquel ils veulent acheter et qui vont utiliser des logiciels pour opérer cet achat publicitaire et gérer les campagnes de pub. Les logiciels, c'est ce qu'on appelle les DSP, donc c'est les ronds qu'on retrouve vers le milieu, qui servent à paramétrer, gérer les campagnes, les formats publicitaires, les sites sur lesquels on va acheter, le prix qu'on veut mettre, les données qu'on va utiliser pour le ciblage des campagnes. D'ailleurs, on voit que là, il y a deux types de données qui ressortent et qui sont mises en avant sur le schéma. C'est les données first party de l'annonceur et les données third party d'acteurs tiers comme SurData, par exemple. Mais ça, on y reviendra pour vous expliquer un peu plus en détail à quoi ça correspond. Et enfin, donc les trading desks qui gèrent les campagnes, qui font l'achat média programmatique, peuvent utiliser plusieurs DSP, plusieurs plateformes d'achat selon les spécificités. Donc, si on achète sur du mobile, sur du web, sur de la vidéo, sur du native ads, etc. Du côté de l'offre, donc c'est les éditeurs, ceux qui ont de l'inventaire disponible. Ils vont mettre à disposition cet inventaire, donc les espaces publicitaires de leur site, via des régies publicitaires. Donc, il peut y avoir des régies internes. C'est le cas de beaucoup de gros éditeurs et médias qui possèdent parfois plusieurs sites et qui vont commercialiser eux-mêmes une grande partie de ces espaces, de cet inventaire. Donc, pour vous donner des exemples, Le Monde, Le Figaro, TF1, M6 ont leurs propres régies publicitaires et des régies externes qui vont vendre l'inventaire de plusieurs sites. Donc, de leur côté, les régies elles-mêmes utilisent un logiciel, une plateforme technique qui est, elle, appelée SSP et qui permet de mettre à disposition tout cet inventaire disponible pour qu'il soit acheté par les acheteurs, par les annonceurs et leurs agences. Donc, pour résumer, la programmatique, c'est vraiment la rencontre entre l'offre d'un côté SSP et la demande côté DSP, le tout en temps réel et automatisé. Et comme tu disais, Thomas, avec quelques centaines de millisecondes pour échanger des informations qui vont déboucher sur une impression publicitaire, donc sur l'affichage de la publicité d'un annonceur sur le site de l'éditeur. Et donc, pour terminer avec un exemple concret et rendre ça un peu plus compréhensible, je vais prendre l'exemple de Decathlon qui sort un nouveau produit, un nouveau ballon de foot par exemple. Il veut pouvoir communiquer sur ce nouveau produit. Il va acheter de l'espace publicitaire sur tous les sites dont le contenu parle de sport, donc l'équipe, Eurosport, SoFoot, etc. Et tous les sites sur lesquels il y a des utilisateurs qui sont intéressés par le foot grâce à l'utilisation de la data. Super. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'en plus, tout ça, ça se passe entre le moment où je veux arriver sur une page, et donc la page se charge. Je vais arriver sur une page où j'ai tapé une requête dans un moteur de recherche. J'arrive sur la page d'un éditeur, dans Le Monde ou Le Figaro. Et le temps que la page charge, ces transactions que tu viens d'expliquer vont donc avoir lieu et la publicité va atterrir sur mon écran. Tu parlais de data. Quelque chose d'incontournable pour pouvoir activer des campagnes en programmatique. Est-ce que Naïma, et Anne, je vais te demander si tu veux bien nous mettre le slide d'après, est-ce que Naïma, tu es d'accord pour nous décrire les différents types de data qui existent sur le marché, quelles sont les bonnes et les mauvaises data, il y en a des fraîches et des pas fraîches, à quel prix, pour quel usage, et ça. Parle-nous un peu de la data qui est le socle, la clé de voûte du fonctionnement d'une campagne programmatique, s'il te plaît. Oui, alors je vais essayer d'expliquer de la façon la plus simple possible un petit peu tout cet environnement sans utiliser tous les acronymes qu'on connaît. Qui n'ont pas de voyelles en plus. Oui, c'est très sympathique. DSP, SSP. Voilà, c'est ça. Je vais pas faire ça. Je vais essayer de me concentrer sur des exemples concrets. On va commencer par le début en définissant en fait les trois familles principales de data qui sont la first, la seconde et la third. En démarrant par la first, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. La first, c'est toutes les données qui sont issues de l'environnement propre et des sites d'une marque ou d'une entreprise, que ce soit online ou offline. Un exemple concret, je suis une grande compagnie aérienne française. J'ai un site internet sur lequel naviguent mes visiteurs. Je veux accéder collecter, exploiter la donnée de ces visiteurs et leur comportement sur mon site, c'est de la first.
je suis un grand acteur de la grande distribution, j'ai un supermarché, j'ai donc des encartés. Ça aussi, c'est de la first. J'accède moi-même avec mes outils et j'utilise, dès lors que j'en suis autorisée par l'utilisateur, cette donnée. Ça, c'est de la first. Tout ce qui est lié à l'environnement propre et au site d'une entreprise, online ou offline, c'est de la first. Je vais passer directement à la third en opposition à la first, parce que la third n'est pas justement la donnée propre aux entreprises. La third, c'est une donnée issue de multitudes de sites, de multitudes de sources agrégées par un tiers qui lui a en charge de catégoriser, segmenter, autrement dit créer des profils, créer des audiences qui, elles, seront mises à disposition du marché pour être utilisées dans les campagnes marketing. Un exemple, on reprend cette grande compagnie aérienne française qui utilise déjà sa first pour ses campagnes d'acquisition, mais là, c'est le lancement de l'ouverture des billets d'avion pour New York et ils n'ont pas assez en fait d'intentionnistes New York. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler un acteur comme SurData, qui est autre que un audience provider, et nous, on va mettre à disposition des audiences d'intentionnistes New York qu'on aura du coup créées grâce à la collecte sur de multiples sources. Enfin, la seconde partie data. Alors, la seconde partie data, ce n'est pas tant lié à la source, c'est plutôt le modèle de l'échange, en tout cas du partage de la donnée. La seconde partie data, c'est simplement pour illustrer que deux acteurs qui ont leur first se la partagent ou se l'échangent. Généralement, c'est souvent fait pour de la complémentarité ou de l'enrichissement. On peut prendre un exemple un peu bête, je dis n'importe quoi, Nike et Canal+, Nike qui lance un nouveau produit et qui partage sa donnée avec Canal+ Sport, par exemple, qui a des émissions sportives, etc. Voilà, c'est ça, les grandes familles de données. J'espère que j'ai été assez pédagogue. On va passer à la suite, parce que ce n'est pas tout. Là, je vais vous expliquer quels sont les différents acteurs qui proposent et qui mettent à disposition de la donnée. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les annonceurs dont on en parlait tout à l'heure, qui utilisent déjà leur first ou qui potentiellement la mettent à disposition en seconde partie data. Les éditeurs et les régies, grosso modo, donc là on a pris l'exemple du Monde, mais ça peut être tous les éditeurs qui, même chose, utilisent pour eux ou mettent à disposition leur first dans les campagnes publicitaires. Là, je vais plutôt m'attarder sur d'autres types de données qui sont tout autant intéressantes et enrichissantes dans les campagnes, et notamment les données liées aux retailers. Alors, pour ne pas les citer, on va dire les grands acteurs de la grande distribution, il n'y a pas de logo, n'est-ce pas, sur la présentation. Ils ont la capacité, et ça c'est plutôt super intéressant, d'associer de la donnée online et de la donnée offline de tickets de caisse et de consommation propre, donc d'acheteurs. Je vais utiliser des exemples un peu concrets, mais je suis Pampers, je veux cibler des acheteurs de couches, je peux. Je suis Naturalia, je veux cibler des acheteurs de produits bio, je peux. C'est extrêmement intéressant et généralement assez efficace. Petit bémol néanmoins, ça reste dans un environnement qui est complètement fermé aux retailers en question. Donc, on manquera potentiellement d'une envergure et de complémentarité d'informations. Donc, généralement, ça s'utilise avec d'autres données. Ensuite, les réseaux sociaux. Alors là, on le sait tous, tout le monde utilise, ou beaucoup utilisent aujourd'hui la donnée des réseaux sociaux. C'est super intéressant, ça fonctionne et c'est pas cher puisque généralement, c'est gratuit. Donc, on ne peut que conseiller de l'utiliser. En revanche, c'est la même chose. Il y a toujours un petit bémol, d'où la complémentarité des différentes sources. Je m'explique. Je suis une animalerie. J'ai envie de développer mes ventes et mon potentiel volume de clients. Je dresse une campagne avec Facebook et là, je touche tous les fans d'animaux divers et variés. Donc, c'est pas mal, ça reste dans mon environnement et je peux toucher aussi des audiences qui sont celles de mes concurrents. Bon, c'est pas mal. En revanche, ce que je ne peux pas faire, c'est, par exemple, toucher
des choses qui sont plus granulaires, plus ciblées, comme des parents de jeunes enfants. Parce qu'on se dit qu'un jeune enfant va vouloir adopter un chien, un chat. Ça, on ne peut pas toucher ce genre de cible. Ou bien des familles dans le cadre d'un déménagement vers une maison, par exemple, où là, on se dit, pour avoir un animal, c'est plus adapté. Donc, on n'aura pas toute cette donnée qui est liée à une intention d'achat, à une information plus granulaire, ou encore, par exemple, aux grands personas Kantar sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Donc, c'est super intéressant, c'est pas cher, mais c'est pareil, ça demande à être complété. Rapidement, l'open data. Alors, comme son nom l'indique, c'est de la donnée publique que tout le monde connaît. Généralement, c'est de la donnée qui est issue d'études de recherche scientifique ou demandées par le gouvernement ou des choses type la RATP, les données de trafic, etc. C'est très enrichissant pour un certain nombre de campagnes et c'est exploitable par tout le monde et tout le temps. Les insights data providers, on en fait partie. Là, l'objectif, c'est plutôt de comprendre et optimiser sa connaissance de son audience. Donc, le principe, ça va être, on va réconcilier les audiences de la marque ou de l'annonceur avec les audiences de l'inside data. On va les matcher et on va regarder en fait tout le reste du comportement de ces audiences-là en dehors de l'environnement de la marque. Ça amène généralement des choses assez intéressantes pour les campagnes. Les audience providers, on n'en reparle pas, puisque je pense que tout le monde a déjà compris de quoi il s'agissait. On en fait partie. Google également en fait partie, puisqu'il collecte également de la donnée de multiples sources et l'agrège, et des amis comme LiveRamp également le font. Last but not least, les acteurs des études et des panels comme Kantar, mais là je laisserai Anne en parler tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir accès à des profils très riches pour les campagnes qu'on va adresser. Je continue, je vais essayer d'être la plus rapide possible pour laisser de la place à tout le monde. Maintenant qu'on a parlé de la first, de la seconde, de la third, qu'on a parlé des différents acteurs. De la fourth, de la fifth, de la sixth, de la seventh. C'est à peu près ça. On va s'attaquer un petit peu aux typologies de données en propre. Alors, il faut se dire qu'en fonction de l'annonceur, en fonction du produit, en fonction de la stratégie, en fonction du format, en fonction de l'objectif, on va s'appuyer sur tout un tas de typologies de données différentes. Je vais d'abord commencer par le contextuel, parce que je pense que tout le monde en entend parler beaucoup depuis au moins l'année dernière, compte tenu du contexte légal et technique dans lequel on se trouve. Et les cookies, les fameux. Et c'est ça. Donc, c'est pas mal de commencer par ça parce que ça va en opposition de la donnée user-centric où il y en a quand même différents types. Le contextuel, Arnaud on en a parlé tout à l'heure en donnant l'exemple de Decathlon qui va chercher à diffuser de la publicité sur des sites parlant spécifiquement de sport. Donc là, on se retrouve dans un cadre de diffusion spécifique sport. Donc ça, c'est le début du contextuel, sauf que le contextuel a un peu évolué ces dernières années. On a beaucoup investi en recherche et innovation. On a des technologies qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus précises. Et au-delà de faire seulement du contextuel sur la base de recherche de mots-clés ou du ciblage de mots-clés, aujourd'hui, je vais utiliser des gros mots et un peu des buzzwords, mais on va s'appuyer sur du machine learning, sur de l'intelligence artificielle. Ouais, je sais, je l'ai dit. Pour comprendre réellement les pages sur lesquelles nos utilisateurs se trouvent, pour vraiment avoir une information de contenu qui soit pertinente et intelligente. C'est ça maintenant le contextuel, c'est ce qui permet maintenant d'avoir des performances qui soient vraiment intéressantes, confrontées aux performances du user-centric. Je continue rapidement, vous m'arrêtez si je suis trop longue. Les données user-centric, il y en a beaucoup. La première étant la sociodémo que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. Donc la sociodémo, c'est ciblage genre,
âge, statut professionnel, parents, famille, etc., etc. C'est une donnée qui peut être soit déclarative, c'est-à-dire issue de ce que l'utilisateur a entré dans un formulaire online ou offline, ou déduite de la navigation de ces utilisateurs. Ensuite, on a la donnée comportementale, qui est une donnée avérée, c'est-à-dire que c'est une donnée qui va être issue de l'ensemble de la navigation des utilisateurs sur le web. Et de là, on va en sortir les grandes audiences d'intérêt, d'affinité, d'intention, les moments de vie également. Et c'est des audiences qui sont vraiment de plus en plus utilisées aujourd'hui. Les données de géolocalisation. Alors, en fonction des autorisations qu'on a des utilisateurs, on va pouvoir utiliser la position GPS, mais beaucoup, et c'est vrai que ça se fait énormément dans notre métier, des données qui sont moins intrusives, comme le code iris, le code postal, les zones de chalandise, qui nous permettent d'adresser de très bonnes campagnes géolocalisées. Les données de panel vont de la même façon enrichir sur la base d'informations qu'on n'a pas, nous, online, donc qui nécessitent de faire des études plus poussées. Et encore une fois, Quentin va l'expliquer tout à l'heure. Et enfin, il existe d'autres types de données, le retargeting qui est issu de la first, les transactionnels dont on parlait tout à l'heure, etc., etc. Et enfin, et je vais clôturer très vite parce qu'on va vous faire des... Arnaud présentera tout à l'heure des cas d'usage justement pour expliquer que pour tout objectif de campagne, il y a le ciblage adapté. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les explications ici. Simplement, il est hyper important de savoir que peu importe l'objectif qu'on a, que ce soit en notoriété, en branding, en performance, vente ou lead, ou en fidélisation, il y a une cible en face qui peut être adressée et un canal qui peut être adressé adéquat. Voilà. Je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire ce tunnel de conversion, l'entonnoir, là où on passe de la notoriété, donc faire connaître ma marque au plus grand nombre, ensuite développer de l'intérêt pour cette marque. Mais c'est des choses qui existent depuis le brick and mortar finalement. Hein. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut le faire de manière quasi chirurgicale en termes de mesures. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en mémoire. Tu disais que Anne allait nous aider à comprendre quelque chose. Anne, tu vas nous aider à comprendre quoi? Comment toucher la bonne audience? Ben, comment est-ce qu'on fait? Parce que toucher la mauvaise audience, ça intéresse peu de personnes. Ça, c'est sûr. Et ça arrive. Mais alors, sûr. À titre d'exemple, pour la télévision, typiquement, des pubs pour tout ce qui est pet food, de la nourriture pour chat ou pour chien, moi, j'en ai vu pendant des années. Il se trouve que je n'ai pas d'animal de compagnie. Et ben, ce que je trouve formidable, c'est que sur le digital, je n'ai jamais vu de pub pour de la nourriture pour chat ou pour chien parce que justement, je ne suis pas dans la cible des possesseurs d'animal de compagnie. À toi, Anne. On peut aller très loin. Thomas, je te propose tout d'abord de partir d'un constat. Hein. Le monde d'un marketeur tourne autour des données. On a mené, côté Quentin, en fait, une étude récemment auprès d'annonceurs et il s'avère que 80% des annonceurs souhaitent mieux identifier leur stratégie média et 75% pensent que les données doivent être utilisées par tout le monde, que ce soit l'annonceur ou bien l'agence. Et on voit qu'il y a une vraie volonté de la part des annonceurs de mieux maîtriser leur stratégie de communication. Et justement, nous pouvons aider les marques à optimiser leur croissance. Alors, en effet, tout commence par le consommateur. On peut dire que c'est un vrai enjeu pour les marques de connaître ces consommateurs. Qui sont-ils? Comment consomment-ils? Quelles sont leurs aspirations? Quels médias utilisent-ils? À quelle fréquence? Et pour toucher la bonne audience et surtout sa propre audience, les marques, en fait, elles doivent s'appuyer sur des études. Si on prend par exemple deux banques traditionnelles, leur cœur de cible ne sera pas forcément le même. Et puis, elles peuvent également avoir des cibles secondaires qu'elles peuvent toucher différemment.
Donc, Kantar TGI, justement, c'est l'étude média-marché de référence qui permet aux marques de mieux connaître ses consommateurs et de mieux connaître son audience. C'est une étude qui est réalisée auprès d'un échantillon représentatif des populations locales, puisque à l'écran, vous avez, donc, on est présent sur une 50aine de pays. Et donc, en fait, on interroge ces personnes plusieurs fois dans l'année au travers d'un questionnaire. Donc, si je prends l'exemple pour la France, donc c'est 15 000 individus de 15 ans et plus qu'on va interroger au travers d'un questionnaire que l'on actualise 2 fois par an. Ça, c'est vraiment chouette, Anne, parce que ça permet aux marques de trouver des similitudes ou des choses qui s'opposent. C'est-à-dire qu'on va dire que, tiens, les personnes qui possèdent une voiture de telle marque, ils vont être plutôt des lecteurs de tel type de presse, ou ils vont aller regarder des films sur tel type de plateforme, et ils sont peut-être abonnés ou pas à du sport, du sport de compétition, etc. Enfin, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant. Mais clairement, je te suis complètement, Thomas, parce que en fait, avec l'évolution croissante des comportements de consommation et la complexité de l'écosystème média, les marques, elles doivent s'appuyer sur différentes sources de données pour mieux identifier, mieux définir et pouvoir activer leurs audiences. Et la donnée TGI, justement, elle apporte une vue unique et complète du consommateur. Ainsi, on peut savoir qui il est grâce à des insights socio-démos. Au niveau de l'individu tout d'abord, donc quel est son âge, son sexe, son statut, quel est son niveau de revenu, quelle catégorie socio-professionnelle, mais également est-ce qu'il mange de la viande, etc. Alors, oui. Ne pas manger de viande. Non, mais c'est ça. On va aller au-delà de ça même. On va aller même. Est-ce qu'ils possèdent des enfants? Donc, Naïma, tu parlais d'enfants tout à l'heure, je rebondis dessus, effectivement. Est-ce qu'ils ont des enfants et quel âge ont-ils? Est-ce qu'ils aiment vivre à crédit? Est-ce qu'ils vivent à crédit? Oui, absolument. Est-ce qu'ils ont l'intention d'acheter un bien immobilier? Donc, ça aussi, c'est une question intéressante. Donc, dans les 12 prochains mois, où est-ce qu'ils ont acheté un bien immobilier au cours des 12 mois précédents? D'ailleurs, justement, on a pu activer récemment une cible de consommateurs ayant récemment déménagé dans une maison pour un acteur du bricolage sur des campagnes Facebook Ads. On peut aller vraiment très loin. On peut aller aussi également sur des insights d'achat pour savoir comment il achète, ce qu'il a consommé au cours des 12 derniers mois, et ce sur plus de 20 secteurs et au travers de 7000 marques. On peut également savoir donc, quels sont ces usages de consommation média, donc que ce soit online ou offline, hein, donc sur les médias traditionnels, télé, radio, presse, cinéma, mais également sur une granularité média sur l'ensemble du levier online. Et donc, ces données, en fait, elles vont être fort utiles dans le cadre du media planning, par exemple. Et ce qui fait la richesse également de l'étude, en fait, c'est de comprendre comment ils prennent leurs décisions, quelles sont leurs motivations, leur style de vie. Et ça, on va pouvoir le savoir au travers plus de 1000 phrases d'attitude et d'opinion. Par exemple, est-ce qu'ils prennent des mesures pour réduire leur consommation d'énergie? Ou est-ce que des phrases du type « quand j'ai confiance en une marque, j'achète sans regarder le prix ». Donc, en fait, on va pouvoir, grâce à ces données, pouvoir mieux comprendre et profiler et segmenter des cibles pertinentes, et ce, au travers de plus de 60 000 variables, couvrant l'ensemble du comportement, donc online et offline du consommateur. Donc, ces données, elles peuvent être utilisées dans une logique d'insight, soit pour de l'enrichissement CRM ou DMP, par exemple, ou CDP, hein, soit pour faire de l'activation programmatique, dont c'est le sujet aujourd'hui. Donc là, on zoome par exemple sur un acteur bancaire, hein, BNP Paribas, donc une étude qu'on avait réalisée en 2019. Donc on voit que ce sont des acteurs qui pratiquent 2 fois plus de golf que la moyenne. Ils sont 14% à boire du champagne au moins une fois par mois, alors qu'on est sur une moyenne nationale plus de 9% des Français. C'est une cible avec un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne nationale.
Et puis, c'est des acteurs des consommateurs qui lisent 2 fois plus Le Figaro. Donc, bien entendu, ce ne sont que des extraits. On peut aller au-delà de ça et donc voir et même croiser avec les 59 999 autres variables pour pouvoir avoir beaucoup plus de richesse, plus de profondeur, pour pouvoir avoir des cibles beaucoup plus pointues. Mais on peut faire quasiment ce que l'on veut aujourd'hui avec la data. On a vraiment une bonne connaissance de ce qu'est le consommateur. Je suis toujours fasciné par cette granularité. C'est clair. Arnaud, Naïma a dit que tu allais nous parler de quelque chose d'incroyable qui est l'activation. Qu'est-ce que c'est une activation? Comment ça marche? Comment ça marche pour gagner de l'argent quand on est une marque qui cherche à vendre des produits? Alors, qu'est-ce que l'activation? Il me semble qu'on avait un petit sondage de prévu juste avant d'en parler. Yes. Qui est lancé. Super. Qui a déjà fait cette requête? Je cherche à cuire. Combien de temps est-ce qu'on met pour cuire une asperge, des pâtes, des farfales, des coquillettes? J'ai l'impression qu'il n'y aura pas trop de surprises sur les résultats du sondage. On est à 90% carrément là, de oui sur plus de 62% de l'audience. 88%, presque 90%. Je pense que la tendance se dégage de manière très claire. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas trop de surprise par rapport à cette question. Quasiment tout le monde a déjà fait ce genre de recherche. Ici, pour le temps de cuisson d'un aliment, mais plus largement, tout le monde fait des recherches pour obtenir des informations sur un sujet donné à un moment précis, à un moment où on en a besoin. Et l'activation, pour faire simple, c'est on va s'appuyer sur une audience, sur un ciblage. Donc, on a parlé de tous les types de données juste avant, pour afficher le bon message au bon moment et à la bonne personne. Donc, c'est un triptyque assez classique dans notre écosystème. Pour vous donner un exemple, je suis Peugeot, je veux booster les ventes de mon dernier SUV 3008. Je veux toucher à l'instant T, celui donc de ma campagne publicitaire, les utilisateurs qui veulent acheter un SUV en leur poussant une offre attractive pour derrière les convaincre d'acheter. Donc ça, c'est la finalité, vraiment afficher le bon message au bon moment et à la bonne personne. Alors, en amont de cette activation, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On en a déjà un petit peu parlé juste avant, au travers de Naïma et au travers d'Anne. D'abord, quels sont mes objectifs? Est-ce que je veux faire connaître mon produit, générer des ventes, faire venir des utilisateurs sur mon site? Donc, c'est le fameux tunnel justement de conversion dont on parlait tout à l'heure. Qui je veux atteindre? Quelle est ma cible et mon cœur de cible? Et donc, mon persona type et ses attributs. Donc, vous l'avez compris avec ce qu'a expliqué Anne juste avant, ce n'est pas du doigt mouillé. On peut s'appuyer sur de nombreux insights pour identifier la cible qu'on souhaite toucher. Qu'est-ce que je veux mesurer sur cette campagne? Donc, les fameux KPI, c'est les indicateurs que je veux suivre en fonction de mes objectifs de clics, de ventes, etc. Et enfin, les formats que je vais utiliser, donc les classiques bannières, vidéo, native ads sur desktop ou sur mobile. Une fois que ces éléments sont définis, je mets en place l'activation. Je choisis ma plateforme d'achat, pure programmatique via les DSP ou via des campagnes Facebook. Je choisis mes ciblages en fonction de ces objectifs et de cette campagne et de ces activations que je veux faire. Donc, Naïma en a parlé tout à l'heure. Et enfin, donc, je paramètre ma campagne avec tous ces éléments qui sont définis en amont. Donc, ça, c'est pour qu'est-ce qu'une activation. On va faire un focus sur justement une activation en particulier, ce qu'on fait en termes de création d'audience sur la base de persona Kantar, donc tout ce qu'expliquait justement Anne juste avant, cette capacité à comprendre ses consommateurs, à définir des profils. Alors, comment ça fonctionne? On va partir des données de consommateurs de Kantar, justement, pour créer un profil cible, ce qu'on appelle un persona. On va analyser le comportement et les habitudes de navigation en ligne de ces consommateurs et on va identifier tous les internautes qui vont avoir le même comportement de navigation pour créer l'audience Kantar. Cette audience, on va ensuite pouvoir la mettre à disposition pour une activation sur les différentes plateformes d'achat dont on parlait tout à l'heure, que ce soit Facebook ou en programmatique via les DSP. Pour vous donner un exemple concret, on va par exemple, via l'étude TGI de Kantar, identifier tous les utilisateurs qui déclarent regarder la télé plus de X heures par semaine et on va constituer un profil de fort consommateur télé. On va comparer la navigation de tous ces utilisateurs, donc toutes leurs habitudes de navigation, avec celles des internautes pour retrouver tous les jumeaux. Derrière, ça nous permet de créer une audience qui sera activable ensuite sur mes campagnes pour toucher justement ces forts consommateurs télé en fonction de ma stratégie de campagne.
Donc aujourd'hui, on travaille sur la création d'audience sur la base des études Kantar TGI, donc c'est orienté habitudes de consommation, mais également les panels de World Panel, donc des données d'achat de produits. Et donc, sur la slide suivante, juste une petite information, un dernier point en ce qui concerne les activations, c'est comment est-ce que je peux accéder à ces données, comment je peux les utiliser sur mes campagnes. C'est extrêmement simple. En fait, les plateformes d'achat, donc là, ici, c'est un exemple de Xandr, qui est une plateforme, une DSP en programmatique. Les plateformes d'achat, elles permettent d'accéder à des catalogues de segments. Donc, c'est directement dans l'interface de l'outil qui est utilisé par l'acheteur, qui va pouvoir retrouver ses audiences existantes ou des audiences sur mesure qui ont été créées spécifiquement pour une campagne. Et qui vont être sélectionnés pour la campagne. Donc, le process, il est très simple, il est rapide pour derrière activer de la donnée pour le ciblage des campagnes. Du coup, tu nous as parlé de l'activation et là, je vois qu'il y a plusieurs formes. Donc, il y a assis, debout. Naïma, est-ce que tu nous racontes quelles formes peuvent prendre quelles sont toutes les formes que peut prendre l'activation quand on parle d'activation digitale avec des segments? Oui. Comment on fait? Parce que Oui. ça, quand même, le screenshot de Xandr, finalement, là, le data store, pour nous, c'est assez cool, c'est du quotidien, mais pour quelqu'un, encore une fois, pour ramener ça au premier sondage, plus de 70% de l'audience qui nous écoute là, qui est avec nous depuis tout à l'heure, n'a jamais fait ça, et c'est vrai que je trouve que ça peut faire un peu peur. Oui. Donc, comment on fait pour que ça marche sans qu'on ait peur? Comment est-ce qu'on peut activer ça? Quelles sont les façons de faire, de travailler? Tu as complètement raison, Thomas, parce qu'en fait, il s'agit de savoir quel statut on a, quelque part. On va distinguer trois grandes représentations de typologie d'annonceurs, on va appeler ça comme ça. Alors, je vais le faire un peu dans l'autre sens, mais on va être un annonceur qui est très mature. Alors là, ce n'est pas le cas ici, puisque en tout cas, la majorité des personnes qui écoutent là, qui regardent là, ne sont pas le cas que je vais décrire tout de suite, mais des annonceurs très, très matures en digital qui auront mis des investissements, auront tout internalisé, ils auront mis dans le trading desk des équipes qui vont trader en interne. Donc, il y a cette partie-là, mais là, je pense qu'on ne s'adresse pas exactement à cette catégorie-là. Après, je pense que en termes de maturité, c'est quand même une courbe de croissance et d'apprentissage qui peut aller très vite. Hein. Oui, oui, oui. En fait, c'est ça qu'il faut. Ouais. C'est pas parce qu'on n'a pas internalisé, qu'on n'a pas des équipes qui sont dédiées à ça, qu'on n'est pas mature. Hein. Là, c'est simplement que certaines entreprises ont décidé de mettre de très lourds investissements pour tout internaliser. Ces entreprises-là ne sont pas très nombreuses, mais ça ne veut pas dire que si on ne le fait pas, on n'est pas mature, on n'a pas compris. En fait, les deux autres catégories qu'on va avoir, il va y avoir aussi donc, les acteurs qui passent par une agence média pour l'ensemble de leur campagne. Donc, c'est des acteurs qui sont tout aussi matures potentiellement que ceux qui ont internalisé. Simplement, ils n'ont pas envie de mettre de ressources. C'est quand même un travail très lourd hein, de prendre tout à charge en interne. Donc, ils passent par leur agence média qui vont gérer tout ou partie en fait, de leur campagne publicitaire et a fortiori dans la plupart des cas, aussi l'activation des audiences digitales, soit parce qu'elles ont ce qu'on appelle donc le trading desk intégré, soit parce qu'elles ont un partenariat avec des trading desks indépendants. Et la troisième catégorie, et encore une fois, la troisième catégorie ne consiste pas à dire qu'on n'est pas mature. La troisième catégorie consiste à dire qu'on n'a pas signé avec une agence média pour tout faire, que potentiellement on a envie de garder la main sur nos campagnes, mais potentiellement, là, il va du coup falloir qu'on passe par un training desk indépendant. Donc là, c'est tout aussi simple, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que nous, on sait et on peut rediriger vers les bons acteurs pour adresser ces campagnes et pour mettre en place ces campagnes. Donc, le principe, c'est peu importe dans quelle catégorie on se trouve, c'est facile, c'est accessible. Okay. Je vois le chronomètre qui tourne. Oui. Là, on est, je pense, à quelques minutes de la fin et je pense que ce serait bien d'avoir le petit sondage rapide
qui devra apparaître rapidement pour savoir qui a déjà fait un achat en ligne sur Amazon ou n'importe quel autre site de e-commerce. On va avoir une tendance qui se dégage. On a 2% de non sur la moitié des participants. En tout cas, une écrasante majorité d'entre vous qui ont déjà procédé à l'achat d'un produit ou d'un service en ligne. Pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question? Mais oui, pourquoi, Thomas? Moi, je me demande. Est-ce que c'est parce que faire une campagne programmatique, finalement, ça serait aussi simple que de passer commande sur un site de e-commerce? Moi, j'ai envie de te répondre que on ne demande pas aux acteurs de comprendre notre métier. On est là pour le faire. Donc oui, quand on passe par Amazon, c'est parce qu'on fait confiance à Amazon, on lui passe commande et il s'occupe de tout. Mais là, c'est pareil. Il faut simplement passer par les bons acteurs en fonction de ce qu'on cherche. C'est aussi facile que ça. Super. Est-ce qu'on peut avoir du concret? Là, je vois retour d'expérience. Moi, j'adore les use cases. Je veux savoir quelle était la problématique à la base, qu'est-ce qu'on a mis en place et surtout combien ça a rapporté. Oui, bien sûr. Pardon, excuse-moi Naïma. Non, effectivement, c'est toujours bien de parler de théorie. C'est encore mieux quand on peut parler de pratique et de cas concrets. Donc là, on a 3 cas d'usage. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je crois qu'on arrive au bout du temps. Là, ce premier cas, donc c'est avec un annonceur qui a internalisé justement l'achat programmatique, donc dans l'univers de l'ameublement de la maison. Un objectif assez relativement simple, hein, c'est générer des ventes sur la période de fin d'année, plus particulièrement Black Friday et Noël. On a travaillé avec Kantar pour ce cas sur des cibles spécifiques. Donc, on a créé 3 segments sur cette campagne. L'objectif, c'était de pouvoir cibler des utilisateurs qui ont l'habitude d'acheter sur Internet, qui plus est à l'occasion d'événements promotionnels, puisque là, on parle notamment du Black Friday, et sur des produits de décoration et de meubles. En termes de performance, donc les données mises à disposition ont permis au client de diviser jusqu'à 3 fois son CPA. Donc, le CPA, c'est le coût par achat réalisé sur son site. Donc, en gros, c'est ce que paye l'annonceur pour générer une vente en ligne. Et les performances que ça a générées ont permis de renouveler cette campagne en fil rouge sur des volumes plus importants que ce qui était prévu initialement. Donc, voilà pour ce premier cas. Okay. Deuxième cas. Pardon, oui, vas-y. Oui, vas-y. Non, deuxième cas, cette fois avec un annonceur FMCG dont la campagne a été opérée et réalisée par l'agence média de cet annonceur. Donc là, on est sur un objectif complètement différent. C'est de mettre en avant la gamme de produits bio de l'annonceur, de mieux faire connaître ses produits. Donc, on est sur de la notoriété, une vraie campagne branding où on utilise la vidéo comme support de diffusion pour la publicité. Et là, pour répondre à ce besoin, donc avec Kantar toujours, on a créé 2 cibles pour toucher les consommateurs de produits bio et les forts consommateurs de produits laitiers. Donc, avec cette activation de données, on a atteint la cible et ça a permis d'avoir certaines performances très intéressantes, notamment un taux de complétion de plus de 75%. Donc, autrement dit, 75% des utilisateurs qui ont été exposés à la vidéo l'ont regardé jusqu'au bout et un coût par vue de 2 centimes, ce qui est plutôt très bas sur ce type de campagne. Top. Et troisième cas, et chaque cas répond justement au type d'acteurs qui peuvent faire du programmatique, hein, entre l'annonceur qui est internalisé, l'annonceur qui a une agence média qui gère ses budgets cross-média et l'annonceur qui n'a pas de partenaire spécifique et qui va s'appuyer sur une agence indépendante. Là, c'est le cas de ce troisième cas où on a fait une campagne réalisée. Alors, la campagne a été réalisée par l'agence Tigers pour le compte de Coyote, qui voulait mettre en avant son produit Coyote Secure, donc une solution de récupération de véhicules après vol. Que ce soit pour les voitures ou les motos. Et là, on était sur un objectif à mi-chemin entre du branding et de la performance. Donc, sur la partie branding, mieux faire connaître le produit Coyote Secure. Et sur la performance, générer du trafic sur le site où est présenté le produit. Donc, pour cette campagne, Tigers et Coyote nous avaient fourni une liste des véhicules les plus volés en France, des modèles, que ce soit sur l'auto et sur la moto, pour qu'on puisse cibler les propriétaires de ces véhicules, qui sont vraiment le cœur de cible de Coyote sur cette solution. Et donc, avec Kantar, on a créé 2 segments pour cibler spécifiquement ces propriétaires. Et on a complété avec des segments un petit peu plus larges sur les propriétaires d'auto et de moto, en général, pour avoir plus de reach. Donc là, la campagne a été diffusée via 2 plateformes d'achat différentes. Une partie sur le social, via Facebook, où là, l'activation des segments a permis d'avoir un coût pour 1000 impressions publicitaires, donc 1000 affichages de la publicité 3 fois inférieur à celui obtenu en utilisant des audiences Facebook et de générer par ailleurs plus de 12% d'ajouts au panier. Côté programmatique, donc campagne display et native ads, le ciblage de ces données-là sur la campagne a permis d'obtenir un taux de clic 5 fois supérieur à celui d'autres sources de données
Donc, pareil, l'usage de ces données a permis d'atteindre de belles performances. Voilà, donc ça, c'est 3 cas d'usage concrets où on a différents acteurs qui activent pour différents objectifs. Et donc, avant de redonner la main à Thomas pour la conclusion, peut-être un dernier petit sondage que vous allez voir s'afficher sur est-ce que vous êtes prêt à activer des audiences en programmatique. Et normalement, il y a une deuxième partie derrière sur si oui, sur quel délai. Donc, grande majorité quand même une grande majorité de l'audience est prête à activer en programmatique. Ce qui est important de constater, là, c'est que du début, on a 70% de personnes qui n'en ont jamais fait. Et bien, en 3 quarts d'heure, 1 heure, on a réussi à vous démontrer à quel point c'est simple finalement. Et que c'est surtout une barrière psychologique qu'on peut avoir par rapport à l'activation de campagnes programmatiques. Comme dit Naïma, il n'y a que des consonnes, il y a des DSP, des DMP, des SSP, du retargeting. Ça fait peur, tout ça. Et en fait, c'est ni plus ni moins que répondre aux besoins de toute marque aujourd'hui qui appartient à une entreprise. C'est de commencer par faire connaître sa marque, faire en sorte que son audience considère l'achat du produit ou du service et finalement convertisse et encore plus loin, soit fidèle. Ça, c'est le Graal. Donc, on voit qu'il y a une majorité de moyen long terme, de court terme et moyen terme. Donc, ça permet vraiment de donner cet indicateur à nos panélistes que je remercie. Naïma, merci beaucoup. Anne, merci. Arnaud, je te remercie beaucoup. Je vois le temps qui file. On a la possibilité normalement de vous mettre le slide avec des adresses mail génériques. Sinon, je pense qu'on est sur les réseaux sociaux, LinkedIn et autres, pour répondre à des questions qu'on n'aurait soit pas vues dans le chat, soit des questions qui vous viendront demain après avoir dormi sur cette présentation. En tout cas, j'étais ravi de passer ce moment avec vous, même si c'était que en 2 dimensions. J'espère qu'on pourra, avec Cybercité, faire un événement en 3 dimensions, sans masque. Allez, soyons fous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Thomas. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes, merci pour cette conférence, merci beaucoup. Merci aussi à tous les participants, il y en a beaucoup qui sont restés pendant ces 3 jours et c'était un vrai marathon, donc bravo à ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Un grand merci à Cybercité pour avoir organisé ces 3 jours dédiés au marketing digital. C'était un très bel événement, on est ravis d'avoir eu autant d'inscrits, autant de participation, autant de personnes présentes et qui avaient envie d'apprendre et de découvrir et de poser des questions. On était ravis de partager ça avec des experts sur chacun des sujets qui ont été présentés et toujours super heureux de répondre à ces questions. N'hésitez pas à contacter a posteriori toutes les personnes que vous avez pu du coup écouter pendant ces 3 jours. Ils seront tous ravis, je pense, de répondre à vos questions. Je pense que les panélistes ici présents peuvent le confirmer. Et n'hésitez pas vraiment. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette conférence, de ces 3 jours. Vous pouvez voter sur Saloon, vous pouvez mettre des notes sur les conférences, vous pouvez même partager sur les réseaux. N'hésitez pas. Un grand merci encore à tout le monde. Et puis j'espère qu'on se revoit bientôt pour un prochain événement. Et pourquoi pas en 3 dimensions, effectivement. Merci Elsa. Bonne journée à tous, à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.